D'abord, je voulais remercier Claude qui m'a dit un jour, alors voilà, il faut que tu me dises, faut-il avoir peur de la science? Alors je me suis dit quand même, non, évidemment. Et puis alors, effectivement, lorsqu'on parle de science, on oublie quand même deux éléments importants qui ont été présents dans la présentation de Madame Le Douarin, à savoir les scientifiques et le public. Et donc, je vais essayer de vous dire un peu comment, selon moi, il faudrait effectivement, pour que nous n'ayons pas peur de la science, comment les scientifiques et le public, comment effectivement les induire à ne pas avoir peur de la science. Voilà l'objet un peu de ma présentation. Alors, la science, vous le savez tous, hein, c'est donc une démarche objective pour comprendre. J'aurais pu mettre la nature et les sociétés humaines, hein, je ne veux pas exclure les sciences humaines et sociales, à toutes et donc leur fonctionnement. Là, on vient d'avoir un exposé sur... on se pose un problème, essayer de travailler sur les souches, sur les cellules souches embryonnaires, et donc on fait un certain nombre d'expériences, et puis à partir de là, on obtient un certain résultat qui, évidemment, pour qu'ils soient avérés, doivent être reproductibles. Donc c'est une démarche objective, à savoir que, eh bien, il ne suffit pas d'une expérience, mais évidemment, c'est la collection de différentes expériences qui valident un fait. Et évidemment, la science s'intéresse à des sujets qui sont falsifiables. L'existence de Dieu n'est manifestement pas un sujet scientifique, puisqu'il n'y a absolument pas, on peut ni prouver que c'est vrai, ni prouver que c'est faux. Donc, il y a des énoncés qui n'appartiennent pas à la science, mais la science peut évidemment, et l'a montré au cours de l'histoire, s'intéresser à énormément de sujets. Donc, je veux dire, le champ de la science est considérable. Et à partir du moment où on se fixe ces différentes... c'est une contrainte, à savoir d'expérimenter, d'observer, de reproduire. Il faut savoir aussi que la science, c'est un lieu de débat, de controverse. C'est-à-dire que ça... pendant quelques 200 ans, on a vécu avec la mécanique newtonienne, et puis Einstein a démontré que dans certaines conditions, lorsque les vitesses des projectiles étaient très grandes, eh bien, la mécanique newtonienne arrivait à une limite et il fallait passer à la relativité restreinte, puis la relativité générale. Donc, voilà, c'est les paradigmes qui évoluent au cours du temps. Et puis, bien évidemment, si on obtient autant de résultats importants en science, c'est parce que eh bien, la technologie fait des progrès. Hein, quelqu'un comme Lévy-Leblond vient dire jusqu'à maintenant on dit que la technologie est la fille de la science. On peut dire aussi que de temps en temps, la science est la fille de la technologie, puisque vraiment tous les progrès qu'on est en train de faire actuellement, y compris ceux dont il vient d'être question, eh bien, dépendent de la microscopie électronique et puis d'instruments de plus en plus performants. J'évoquerai tout à l'heure, par exemple, les expériences sur le cerveau qui, à Neurospin, eh bien, on utilise des champs magnétiques extrêmement intenses pour essayer d'observer le fonctionnement d'un cerveau. Et donc, vraiment, la science actuellement, sans la technologie, bien évidemment, elle ne pourrait pas faire de grands progrès. Et puis, on possède, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et avec l'avènement de l'informatique, évidemment, qui bouleverse complètement la pratique scientifique. Alors, je vais donner quelques succès qui sont admirables. Je n'ai pas... On me pardonnera, je suis astrophysicien, donc j'ai peu parlé de biologie, mais bon, la relativité, la mécanique quantique, la microphysique, en ce moment maintenant, toutes les nanotechnologies, les nanomatériaux, la cosmologie, c'est-à-dire qu'on est capable maintenant, la cosmologie est devenue une science, à savoir la description de l'histoire de l'univers,
grâce aux dernières expériences spatiales comme Planck Surveyor, Kobe, etc. Donc on arrive effectivement à les datations, par exemple, des matériaux météoritiques par Claude Allègre et Wasserburg, enfin que sais-je. Donc on a fait véritablement des progrès considérables dans la compréhension de l'univers. L'exploration du système solaire, et là on en a eu un exemple extrêmement spectaculaire il n'y a pas longtemps, le 14 novembre 2014, lorsque le véhicule Philae emporté par la sonde Rosetta s'est posé sur le noyau de la comète Chury, et disons le monde entier a pu vivre cette expérience remarquable, hein, vu le fait que la sonde Rosetta a été lancée en 2004 et arrive en novembre 2014, au moment précis, arrive sur le noyau, enfin plus exactement le véhicule Philae, arrive à ce moment-là sur le noyau cométaire. Je pense que c'est une expérience absolument prodigieuse. Et alors, je ne peux pas m'empêcher de faire une remarque désobligeante vis-à-vis de l'enseignement, vis-à-vis de l'enseignement scolaire. Lorsqu'il y a eu une éclipse de soleil, une éclipse partielle de soleil il y a quelques mois, eh bien, il y a eu une circulaire, les professeurs avaient l'ordre de confiner leurs élèves dans leur classe pour surtout que leurs yeux ne soient pas perturbés par la lumière du soleil. Donc je trouve que le principe de précaution, disons, appliqué de cette façon est absolument... Enfin, par moments, on est un petit peu ébahi devant quelques réactions du monde enseignant. La superconductivité, la superfluidité, les transistors. Pourquoi j'insiste sur les éclipses de soleil? C'est parce que c'est véritablement l'expérience de physique la plus facile à vulgariser, puisque, je veux dire, c'est un phénomène très spectaculaire qui arrive à point nommé. C'est une démonstration parfaite des lois de la mécanique céleste, et donc c'est un peu dommage de ne pas en faire profiter tout un chacun. La compréhension de la planète Terre, là on a Vincent et Claude, les progrès en météorologie, la biologie moléculaire, évidemment, tous les travaux dont Madame Ledouarin vient de nous mentionner. Je suis très très frappé par tout ce qui est les travaux comme de Sébastien Dehaene et consorts du Collège de France concernant l'exploration du cerveau, l'apparition de la conscience. Bon, j'ai mentionné l'informatique, la miniaturisation des éléments, la robotique, etc. Donc on voit que, manifestement, la science affecte durablement nos modes de vie. On a tous ce téléphone portable. Il y a 10 ans, on ne l'avait pas, ou 15 ans. Maintenant, on est tous scotchés avec cet appareil qui vient véritablement de la science. Le transistor qui a permis au général de Gaulle de tuer dans l'œuf le putsch des généraux, le laser avec lequel on fait, les ophtalmologistes arrivent à soigner l'œil, la téléphonie, l'Internet, l'informatique, etc. Donc, manifestement, avoir peur de la science, on se dit quand même, lorsqu'on voit tout le bien, tous les progrès, tout ce qu'on peut faire, eh bien, effectivement, on est un peu embarrassé par cette question. Alors, ceci étant, il ne faut pas non plus... il faut dire un certain nombre de choses. Bon, il est certain qu'après l'explosion de la bombe atomique, même si celle-ci avait des... Enfin, je veux dire que, en ce qui me concerne, je trouve que c'était une bonne décision de l'affaire que le président Truman a prise, puisque ça a évité, effectivement, ça a tué
beaucoup de Japonais, mais ça en a épargné un plus grand nombre, puisque ça a permis à la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas au Japon, de s'arrêter aussi net. Il y a eu effectivement les grands accidents des centrales nucléaires, Tchernobyl en 86, Fukushima il y a quelques années. Bon, certains médicaments, le thalidomide, le Mediator, etc. Bon, on parlera plus tard, c'est pas mon sujet, sur les débats concernant les OGM, les schistes bitumineux, que sais-je. Donc, effectivement, il y a des sujets qui, disons, interpellent ou font que les gens peuvent de temps en temps se poser des questions quant à certains développements de la science. Alors, je vais m'intéresser maintenant. La science, elle est faite par des gens, elle est faite par des scientifiques qui sont généralement honnêtes, scrupuleux, enfin, qui ont toutes les qualités du monde, mais de temps en temps, ils se trompent. Certains d'entre eux peuvent avoir des conflits d'intérêts. Et puis, je veux dire, on peut faire une recension des fraudes, des mauvaises manières qui existent dans le monde scientifique, parce que les scientifiques ne sont pas... ce sont des hommes et ils sont comme les hommes. Eh bien, il y a donc effectivement des conduites plus ou moins discutables. Concernant l'expertise scientifique, moi j'avais été frappé dans un des livres de Claude Allègre qui décrivait la façon dont les recherches, vous savez, du plomb dans les glaces de l'Antarctique, qui avait conduit un chercheur américain à indiquer que ce plomb venait de l'essence qui était donc consommée par les automobiles californiennes, et donc tous les lobbies, évidemment, des pétroliers qui se sont ingéniés pendant une dizaine d'années ou quelques dizaines d'années à effectivement essayer de contrecarrer ces observations, et qui ont fait qu'entre le moment où il y a eu ces expériences et le moment où effectivement le plomb a été banni du pétrole, il s'est écoulé une bonne vingtaine d'années. Alors, il se trouve il y a en 1974, l'UNESCO a écrit un document qui s'appelle la Déclaration de 1974 relative à la condition des chercheurs scientifiques, et j'ai pensé que c'était utile que je vous en lise des passages, parce qu'on va s'apercevoir que cette déclaration, qui a été signée par pratiquement tout le monde, eh bien, simplement, je vais vous la lire, et vous allez voir qu'entre ce qu'elle dit et ce qui est fait, et je pense qu'il y a un certain comment dire, écart. Alors, chaque État membre devrait s'efforcer de mettre les connaissances scientifiques et technologiques au service du bien-être culturel et matériel de ses ressortissants et d'œuvrer en faveur des idéaux et des objectifs des Nations Unies. Il devrait traiter le financement public de la recherche scientifique et du développement expérimental comme une forme d'investissement qui, par la force des choses, n'est généralement profitable qu'à long terme. Prendre toutes les mesures voulues pour que l'opinion publique soit constamment informée de la justification, voire même de la nécessité de ces dépenses. Sans faire de politique, vous savez que depuis plusieurs semaines, on n'a toujours pas de ministre chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur dans l'actuel gouvernement. C'est pour vous montrer l'importance que la science revêt actuellement. Voilà, c'est tout. C'est une constatation. Alors, ces États devraient ménager aux chercheurs scientifiques la possibilité de participer à l'élaboration des orientations de la politique nationale de recherche. Ils devraient jouir de l'autonomie appropriée à l'exercice de leurs fonctions. Les États membres devraient créer le climat général voulu
prendre des mesures propres à apporter aux chercheurs le soutien et l'encouragement moral et matériel. Quand on sait que le salaire d'un chargé de recherche de 2e classe qui s'obtient après un concours absolument prodigieux, c'est à peu près le salaire d'une femme de ménage et qui ne permet pas à un couple de vivre dans Paris, c'est une question qu'on peut légitimement également poser. Donc, afin d'attirer des jeunes de valeur vers cette profession et de faire en sorte de leur créer une situation suffisamment motivante. Alors, la recherche scientifique exige des chercheurs qui l'accomplissent des qualités d'intégrité et de maturité alliées à d'éminentes qualités morales et intellectuelles. Donc, il devrait encourager l'esprit de dévouement au service de la communauté, incorporer des éléments de sciences humaines et sociales dans la formation aux sciences exactes, favoriser le désintéressement et l'intégrité intellectuelle, la promptitude à entrevoir les conséquences sociales et écologiques des activités de recherche. Ils insistent sur l'aspect civique et éthique de la recherche scientifique et ils insistent sur les conditions de travail et les rémunérations qui doivent être satisfaisantes, sur leurs perspectives de carrière, leur formation continue. Ce n'est pas un texte syndical, hein, ça a été émis par l'ensemble des... Enfin, c'est les 195... À l'époque, ils étaient que 194 pays, et ça a une quarantaine, 41 ans. Et en ce moment, l'UNESCO va revisiter ce texte et, si possible, le faire adopter par les États membres. Donc, simplement pour vous dire que, il y a beaucoup de progrès à faire en ce qui concerne le métier, enfin, la façon dont les scientifiques exercent leur métier et peuvent... Alors, on peut imaginer, ça a été dit par certains, pour essayer de garantir leur intégrité, leur honnêteté intellectuelle, que les scientifiques prononcent un serment de type serment d'Hippocrate des médecins, ou bien créer une sorte d'ordre, mais bon, avec évidemment les dérives que ça peut introduire, de savoir d'être extrêmement conservateur. Donc peut-être que ces idées, avant qu'elles soient mises en exécution, méritent, selon moi, d'être discutées. Alors, Madame Le Doirin a fait allusion à un des comités d'éthique, le comité de bioéthique. Alors, elle a parlé beaucoup des cellules souches, et il se trouve que le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé est présidé par Jean-Claude Amezen, dont les travaux portent sur la mort des cellules. C'est-à-dire qu'elle parlait de cellules plutôt immortelles, mais effectivement, la vie passe... Le phénomène vital, ça consiste à ce que des cellules soient programmées pour mourir. Et vous savez que le cancer, en fait, ce sont la prolifération de cellules qui perdent leur capacité à disparaître. Enfin, c'est intéressant que ce soit donc ce chercheur qui soit président de ce comité. Tous les grands organismes de recherche ont maintenant leur comité d'éthique. C'est une camarade de promotion, Michel Leduc, qui préside celui du CNRS, mais il y en a dans les grands organismes de recherche, INSERM, INRA, etc. Et puis l'UNESCO a donc 2 comités, à savoir le Comité international de bioéthique, qui a été créé par Noël Lenoir, qui est une juriste, et qui a donc proposé à l'UNESCO la protection du génome humain, et puis la COMETS, c'est-à-dire la Commission mondiale de la science et de la technologie. Et puis, bien entendu, les académies qui ont à discuter et à produire des rapports sur les différentes questions faisant problème. Alors maintenant, la question c'est... J'ai donc évoqué rapidement la science, mais ça, j'avais peut-être pas besoin de vous faire un long dessin, puisque vous savez tous ce que c'est. D'autre part, évoquer les scientifiques, et maintenant, effectivement, c'est
qui peut avoir peur de la science? C'est effectivement le public. Alors la première remarque à laquelle je tiens énormément, à savoir que la meilleure façon de rendre le public, disons, qui comprenne ce qui se passe ce qu'est la science, quels sont ses résultats, comment on peut l'aimer ou au contraire la discuter, eh bien c'est évidemment à l'école que ça se passe. Et force est de constater que là aussi, je prends un exemple, on parle beaucoup actuellement de la réforme du collège. On parle de l'allemand, on parle des langues, on parle de l'histoire. On ne parle absolument pas de la science. Je n'ai pas vu, personne ne parle du fait que, par exemple, les sciences biologiques aujourd'hui, eh bien, les enfants peuvent, enfin les jeunes ados, les pré-ados peuvent, on leur fait des cours sans leur montrer ce qu'est un animal, ce qu'est une plante, etc. Donc très désincarné. Et est-ce que les enfants seront en mesure d'être intéressés par la biodiversité? C'est une vraie question. Et je pense que c'est au collège et au lycée, enfin, pardon, à l'école, au collège et au lycée, que on s'intéresse ou on ne s'intéressera pas à la science. Et de ce point de vue, l'Académie des sciences, Georges Charpak et ses successeurs, qui ont une belle opération, qui va d'ailleurs lui donner lieu, je crois, à un anniversaire au mois de juin, qui s'appelle La main à la pâte, où effectivement, on fait faire à des petites expériences scientifiques à des enfants, même au niveau du premier degré. Alors ça, ceci a des implications sur la formation des enseignants et sur les programmes. Et je pense, enfin, je suis heureux de parler devant deux anciens ministres de l'Éducation nationale. Je pense c'est un vrai grand chantier et on a l'impression que ce chantier commence à peine à être étudié. Alors, je cite parce que on dit toujours Internet, c'est épouvantable. Je veux dire, Internet, c'est pas épouvantable. Il ne s'agit pas de dire c'était mieux avant, on pouvait lire les livres. Je veux dire, il faut s'adapter. Il faut dire que l'Internet existe. Et il y a donc un biologiste du nom de François Tadei qui a une chaire qui s'appelle Apprendre à apprendre, qui a un laboratoire qui n'est pas situé très loin d'ici, dans le Marais, dans lequel il réunit des jeunes et puis leur fait faire de la recherche scientifique en utilisant l'Internet. Et donc, on peut faire l'Internet, c'est comme la science, c'est-à-dire c'est un outil. Si on l'utilise bien, c'est formidable. Si on l'utilise mal, effectivement, on peut arriver à des dégâts. Alors, je vais passer rapidement en vue. Je ne peux pas oublier que j'ai passé 4 ans au Palais de la Découverte. Et le Palais, moi, j'étais toujours très content lorsque quelqu'un venait me voir et me disait « Ah ben, quand j'avais 15 ans, je venais au Palais de la Découverte. Et c'est là où j'ai eu ma vocation d'ingénieur ou de chercheur. » Je pense qu'il y a, par bonheur, il y a des endroits, pas nombreux, mais il y a des endroits où effectivement on peut faire aimer la science au public. Alors par les livres et les revues, par la presse, la radio et la télévision, Dieu sait si c'est difficile de faire en sorte que la science apparaisse à la télévision. C'est un combat pratiquement de tous les instants. Alors effectivement, on a, outre les scientifiques et le public, il y a une catégorie, une profession qui est également responsable, à savoir les journalistes et les producteurs d'émissions. On aimerait qu'ils aient... ils font des efforts, il y a une association des journalistes scientifiques, mais je crois qu'ils ont une grande responsabilité. Moi, je prends un seul exemple. Bon, je vais prendre un journal tout à fait apolitique, un journal régional, par exemple Ouest France. Toutes les semaines, vous avez des articles contre le nucléaire, à peu près de façon systématique. Donc, comment voulez-vous que le public ne le devienne pas, effectivement, puisqu'ils ont toujours
ils ont une partie de la démonstration, mais ils n'ont pas l'ensemble des éléments. Comment voulez-vous qu'ils puissent aimer le nucléaire si effectivement la classe des journalistes est convaincue du contraire? Bon, je vous ai parlé de l'Internet. Il y a des moyens de bien s'en servir et je crois que l'Internet, bien utilisé, peut aider à faire aimer la science. Les musées scientifiques, la fête de la science qui a été une invention d'Hubert Curien et qui a été reprise année après année par le ministère de la Recherche. Et puis en ce moment, vous savez peut-être, ou vous ne savez peut-être pas, mais c'est l'année internationale de la lumière et donc ça donne lieu à beaucoup d'événements à Paris, mais sur l'ensemble du territoire, qui suscitent beaucoup d'intérêt de la part du public. Et puis bien entendu, sociétés savantes, clubs amateurs, associations. Alors, je vais terminer ces remarques un peu rapides. D'abord, on doit pouvoir apprendre à aimer la science à l'école. Ça, je crois que c'est un vrai... Par exemple, Laurent Laforgue déplorait que les mathématiques, d'année après année, hein, on assiste au fait que les mathématiques sont de moins en moins bien enseignées dans les lycées. Il en est de même pour les sciences naturelles et les sciences physiques et chimiques. Donc il y a un vrai problème. Je pense que si on n'apprend pas à l'école, si on ne donne pas à l'école le goût de la science, eh bien, je crois que c'est vraiment... on pourra faire tous les efforts qu'on veut. Il y aura toujours beaucoup de gens pour avoir peur de la science, effectivement. Il y a eu des exceptions dans l'histoire, puisque Claude a été ministre pendant quelques années, mais généralement, les décideurs politiques sont assez, pour la plupart, montrent un intérêt plus que modéré vis-à-vis de la science, des scientifiques et de leur recherche. Vous regardez le classement par ordre protocolaire du ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, généralement, il est au fond du trou, alors qu'il y a d'autres sujets qui sont évidemment beaucoup plus valorisants pour les titulaires de leur portefeuille. Alors, il y a une exception, une structure qui est relativement peu connue, qui est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, qui travaille dans l'ombre. Personne ou relativement peu de gens connaissent leurs travaux et qui font vraiment un travail tout à fait intéressant. À commencer par le Parlement lui-même. Ben oui, c'est ça. Et donc, je cite Jean-Yves Le Déaut, mais il y en a quelques autres hein, qui sont... Voilà. Et alors justement, Jean-Yves Le Déaut avait... Une fois, je crois, il avait fait ce qu'on appelle une conférence de consensus. La conférence de consensus, ça consiste à prendre un sujet, le nucléaire ou les OGM, mais avant de laisser un panel en discuter, le panel, on l'éduque d'abord. On lui fait apprendre qu'est-ce que c'est qu'une réaction nucléaire. Et ensuite... il discute, et généralement, ces discussions, ça, sont de bonne qualité et permettent aux scientifiques ou aux décideurs d'avancer. Donc, je crois qu'il n'est pas interdit de contrôler a posteriori l'activité scientifique et ceux qui s'y consacrent. Et puis, je veux dire, on a en France des outils fabuleux. Je parle de l'UNESCO, c'est en plein milieu de Paris, qui fait un certain travail. Je peux vous dire par expérience que les pouvoirs publics n'y prêtent absolument pas attention alors qu'il c'est à quelques centaines de mètres des ministères et qui a produit donc ce texte. Bon, il a 40 ans. Bien des choses se sont passées à la fois sur le plan politique, sur le plan scientifique, mais on pourrait imaginer que peut-être les différents pays, dont la France, prêtent attention à l'améliorer et peut-être à suivre ses recommandations. Merci beaucoup.